Bonjour et bienvenue à ce cours de Wicca. Nous sommes déjà à la leçon 6, il me semble, sur les méditations et les rêves. Dans ma structure personnelle, en fait, techniquement, on est dans la leçon 7, sauf que la leçon 6, sur mon papier, c'est les sabbats et les asbats, le dernier chapitre de la leçon précédente. Donc j'ai résumé. Donc de ce fait, il se peut que je vais dire leçon 7 parce que je bug un petit peu sur ça, mais en réalité, je le note. On est à la leçon 6. Donc nous sommes à la leçon 6 sur la méditation et les rêves. Euh, Chapitre 1, la méditation. Alors, c'est un sujet très intéressant parce que la méditation, c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans le secteur du New Age et de l'ésotérisme en général. Euh, c'est une méthode qui est vraiment bien particulière et enseignée un peu partout. Mais ce qu'on oublie souvent de penser, c'est qu'il existe différentes méditations, différents types de méditation. J'entends beaucoup de personnes demander qu'est-ce que la méditation, pourquoi méditer, à quoi ça sert de méditer, etc., etc. En fait, il faut comprendre que la méditation permet tout simplement de bloquer le conscient afin que l'inconscient puisse penser par lui-même. Je mets des parenthèses sur ce terme-là. En somme, c'est se laisser développer la conscience supérieure, en fait, se laisser développer ce qui est en nous. Par la méditation, on peut avoir souvent des mots, on peut découvrir des choses, réfléchir différemment. Et bon, il y a des tas de techniques différentes de, de méditation, mais la méditation permet vraiment d'explorer certaines visions du monde qu'on ne l'aurait pas exploré en étant conscient. Euh, Avant tout, la méditation, c'est l'écoute de soi. C'est pas le vide mental. C'est pas la recherche spirituelle, c'est l'écoute de soi. Par la méditation, on prend le temps. On prend le temps pour soi, on prend le temps pour se connaître intérieurement et on prend le temps de se développer intérieurement. Il y a Edgar Cayce qui a dit dans une de ses lectures, Edgar Cayce donc a dit, la méditation permet d'extraire de son esprit toute pensée perturbante de la vie courante. C'est en maîtrisant le silence mental que l'on peut progresser. La méditation ne participe pas seulement de l'homme intérieur physique, mais aussi de l'âme qui est extortée de l'intérieur par l'esprit de l'homme. La force créatrice se monte le long des canaux naturels de l'homme physique pour être diffusée par les centres et les sources qui créent les activités du corps humain, le mental et le spirituel. Bien réalisée, elle rend plus fort le mental et le physique. Nous pouvons recevoir la force et la puissance qui convient à chaque individu, chaque âme par la méditation afin de réaliser de grandes choses dans le monde. Donc Edgar Cayce parle de la méditation de façon très Edgar Caycien, j'aime bien dire ce terme-là parce que c'est très joliment dit avec des tournées de phrases bien précis. En somme, il explique que la méditation permet d'améliorer notre vie. D'améliorer notre vie mentalement, donc notre soi mental et notre soi intérieur, donc euh, spirituel et physique. La méditation est vraiment un sujet qui est très développé, comme j'ai dit, euh, qui essentiellement est apte à apprendre à maîtriser son esprit et son corps. Sauf qu'il existe des tas de méditations, des tas de différents types de méditation. Là en tête, généralement, quand on parle de méditation, on s'imagine la méditation, ce que j'appelle bouddhiste. Ça veut dire
le vide mental, concentration sur la respiration et essayer de faire le vide mental. Sauf qu'il existe d'autres types de méditation. Par exemple, la méditation catholique, enfin chrétienne. J'ai un livre sur la méditation chrétienne qui développe, en fait, la méditation se fait pas par le vide mental, mais par la réflexion spirituelle. C'est complètement différent. Il y a la méditation dite, enfin, on me l'a enseigné comme étant sorcière, c'est tout simplement fixer à un moment donné un objet ou une pensée et penser qu'à ça. Exemple, voilà. Il y a cette tasse, hein, tasse Halloween, elle est juste devant moi. Je fixe la tasse et je fixe la tasse. En fait, je laisse mon esprit vagabonder pendant que mon conscient reste là. Je peux rester des heures comme ça m'arrive souvent. Les gens me disent je te parle, donc ouais, je continue une conversation, sauf que mon regard fixe un objet. En fixant l'objet, mon conscient est bloqué sur ça. Et automatiquement, à force, je vais commencer à parler, c'est mon inconscient qui va parler, et ça veut rien dire. Souvent, les gens, ils comprennent pas, et c'est là que je me réveille. Je mets des parenthèses. C'est une méditation. Une autre méditation, c'est la méditation, comment dirons-nous, donc le même style de méditation sorcière, mais par la pensée. Par exemple, le bien-être, joie, une émotion. Enfin, même si c'est assez difficile l'émotion, mais par exemple une couleur. Là, vous suivez la vidéo et pensez à une couleur, par exemple la couleur jaune, et concentrez-vous sur cette couleur. Visualisez-la, fermez les yeux si vous voulez, mais visualisez-la. Voyez-la. Alors, soit vous voyez une toile entière jaune, soit une pomme jaune ou un objet jaune. Mais concentrez-vous que sur cette couleur. Et en faisant ça, vous méditez. Ça peut prendre des heures quand on commence, enfin, façon de parler, ça peut prendre du temps quand on commence, mais à force, c'est assez facile. Et en fait, en fixant notre conscient sur un thème, donc la couleur jaune, l'inconscient va commencer à vagabonder, à se déplacer symboliquement, et il va commencer peut-être à parler, à faire diffuser des images, à vous faire penser à certaines choses. Souvent dans certaines méditations, on vous dit de ne pas penser aux courses du lendemain, aux enfants, etc., etc. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur cette couleur, par exemple la couleur jaune. Et en se concentrant, on oublie, en fait, on bloque notre conscient pour que l'inconscient puisse parler tranquillement. Et souvent, on apprend des choses. Mais ça peut être très long. Par exemple, moi, je sais que j'ai commencé très tôt parce que mon père m'a enseigné ça très tôt, et donc automatiquement maintenant je le fais. Pendant une période j'ai eu du mal et c'est revenu maintenant, mais à tel point que par exemple je me bloquais n'importe où, hein. J'étais par exemple le truc typique aux toilettes et puis je bloque l'esprit et de ce coup je suis parti dans un mon inconscient est parti dans un royaume enchanté à combattre des dragons. Enfin, j'avais 15 ans, hein, je précise. Et en fait, j'étais bloqué, mon esprit était bloqué, mon inconscient est parti. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais debout. Et en fait, j'avais compris que je suis parti sous un second état, un état second, et tout mon corps a suivi, l'inconscient a réussi à prendre possession de mon corps, laissant mon conscient bloqué sur, c'était l'image qu'il y avait devant moi. Donc c'est une technique, enfin, ça peut pas aller jusque là, je vous rassure, c'est rare quand ça arrive là, mais ça permet vraiment d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous et de nous connaître aussi. C'est important parce que des fois l'inconscient nous glisse des mots, genre fais attention, pense à ça. Des fois c'est tout doux et ça nous permet d'avancer. Ça nous aide aussi dans la divination cet état-là. Donc c'est à développer, même en magie. Donc c'est vraiment à développer selon la technique de méditation que l'on désire, quoi. Mais avant de commencer à méditer, il faut comprendre. Comprendre qu'est-ce que la méditation, comment elle fonctionne, comment fonctionne le corps éthérique, donc énergétique, comment fonctionne l'esprit humain. Sans ces connaissances de base, il est difficile de comprendre pourquoi. Donc en premier temps, on va commencer à se poser la question, le corps humain en lui-même, comment fonctionne-t-il? Énergétique, enfin,
on fonctionne d'un point de vue physique. Le cerveau, les veines, le cœur, les poumons qui permettent de respirer, le sang qui circule dans tout notre corps, l'oxygène qui circule, etc., etc. Fonctionnement du corps physique, anatomique, qui est intéressant d'étudier, et je vous invite à étudier vraiment, à reprendre vos cours d'SVT de 6e, ouais, 6e, dans l'étude de biologie, d'étude du corps humain, parce que ça permet d'avoir certaines notions. Bon, c'est vrai que moi j'ai fait SMS, donc médico-social, et on devait se taper le corps humain, les os, etc. J'ai jamais pu, voilà, c'est le tibia, le machin, j'ai beaucoup de mal. Mais je connais certaines zones de base qui me permettent de comprendre un peu mieux le corps humain. Et lorsque, par exemple, je dois faire un soin, j'aime bien étudier un petit peu le corps humain. Par exemple, une personne elle dit j'ai mal à la tête. Bon, bah montre-moi où t'as mal. Ok, je vais étudier, je regarde un peu. J'ai étudié un peu la phréno, j'ai étudié un petit peu l'emplacement des différents visions, etc. Et de là, j'ai appris que quand on a mal souvent à l'arrière du crâne, c'est au niveau visuel. Donc, reposer les yeux et le mal de crâne arrière se calme, etc., etc. Des détails comme ça qui m'ont permis de comprendre le corps humain. Donc, c'est intéressant de connaître le corps humain physique. Mais là, nous sommes en cours de Wicca et pas en cours de biologie, donc nous allons étudier tout simplement le corps énergétique. Donc, nous allons parler des chakras. Alors, on va commencer à définir ce qu'un chakra. Donc, le mot chakra vient du sanskrit, est un mot sanskrit en lui-même qui signifie précisément roue. Donc le sanskrit est la langue indienne. Indienne d'Inde, je précise. Donc, roue, c'est en fait des petits cœurs, on pourrait appeler ça comme ça, énergétiques qui sont présents dans le corps humain et qui diffusent l'énergie du corps. Alors, mon père m'a toujours dit, il faut visualiser l'énergie qui part de là-haut, qui descend comme ça, et qui remonte. En fait, si on prend le corps humain, on voit l'énergie fait comme ça, en fait, des deux côtés. Hop, et de l'autre côté. En fait, c'est comme un aimant, quand on voit l'image de l'aimant avec le champ électromagnétique ou la Terre. Le corps est pareil. Donc, à travers, pour que ça puisse se développer, il y a ces centres énergétiques, ces roues, ces petits cœurs qui développent cette énergie et qui pompent et qui propulsent cette énergie. Ce qui est assez marrant, c'est que dans le sanskrit, on appelle ça un chakra, une roue, et dans certaines traditions plus ou moins occultes, antérieures à 1900, puisque c'est la période où la mode de l'hindouisme, etc., qui s'est développée en Europe, le terme roue, cercle, spirale, a toujours été présent. On a toujours symbolisé cette énergie, ces cœurs d'énergie, plus ou moins à l'endroit, en parlant de spirale. Ma grand-mère, par exemple, nous avait appris à ma soeur une technique pour enlever le coup d'œil, donc le mauvais œil, avec une poignée de gros sel. Et elle m'a montré comment, elle m'a dit, oui, mais elle m'a appris ça, donc elle m'a montré il y a peut-être un an de ça, et j'étais resté sur le cul. J'ai fait, mais là, tu viens de me montrer les chakras. Je lui ai dit, les 7 chakras principaux, tu viens juste de me les montrer. Et elle a dit, bah, Mémé, elle m'a toujours dit de faire à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, 7 fois. Tout au long du corps, 7 fois. Et ça m'a surpris. Et là, j'ai compris. C'est là que j'ai mis en relation certaines notions, certaines idées que j'avais entendu parler à droite et à gauche. Et ma grand-mère, faut la connaître, mais enfin, il fallait la connaître, mais c'est une Italienne qui a émigré en Tunisie, qui après a émigré en France. Elle était pas très dans le délire New Age, étude des autres civilisations. Elle était avec son arrière, enfin mon arrière-grand-mère, donc sa mère lui a enseigné, que elle-même a appris de sa mère. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment local, on va dire. C'est pas vraiment une étude. Donc c'est assez marrant de voir ce rapprochement avec les. Enfin, voilà. Donc Donc il faut connaître en premier temps le corps physique. Donc on va commencer par la première image que je vais diffuser, qui représente en fait les chakras principaux. Donc le corps humain est parcouru de 7 chakras, présents là en image. Chacun, c'est les chakras principaux. On va utiliser ce terme-là. Les chakras, en fait, donc, sont des vortex d'énergie, des spirales, si vous voulez, d'énergie, qui sont présents le long du corps.
Là, le long de la colonne vertébrale, nous avons les 7 chakras principaux. C'est un peu les gros cœurs du corps énergétique. Donc ces 7 chakras principaux possèdent une couleur qui est en lien en vibration avec, et aussi des noms. Donc chaque chakra étant différent, bien sûr. Là, dans l'image que je vous ai donnée, vous avez une coupe de côté des positions du chakra et une image de face avec la position du chakra. Donc les chakras commencent toujours du bas vers le haut, du rouge vers le blanc, à peu près. Donc le premier chakra, c'est le chakra rouge. C'est alors le chakra racine. Son nom sanskrit, c'est, alors désolé pour l'écorchage de mots, mais Muladhara. Donc ce chakra se trouve à la base de la colonne vertébrale. Il réagit aux vibrations de la couleur rouge et aux cristaux tels que la cornaline, l'onyx, enfin toutes les pierres en fait rouges, noires ou sombres. Dans le corps humain, ce chakra est lié à la reproduction, à la survie, à l'ego, à la confiance et aux glandes surrénales. C'est le chakra animal, dans le sens, enfin le chakra de base, vraiment l'acte primaire humain, enfin animal ou même végétal, on pourrait même dire jusqu'à la survie. Le deuxième chakra, qui est juste au-dessus, c'est le chakra orange, est appelé le chakra sacré. Alors son nom en indien, c'est Svadhisthana. Donc ce chakra se trouve au niveau des organes génitaux. Il réagit aux variations de la couleur orange et aux cristaux, donc orange essentiellement. Il réagit aussi aux cristaux qui sont liés à la sexualité. Donc c'est pour ça que des fois on peut trouver du grenat pour ce chakra-là. Dans le corps, ce chakra est lié à la fertilité, aux reins, à la vessie, à l'intuition, aux organes, aux ovaires, aux testicules, au pénis, enfin à toute cette zone-là bien précise. Donc le troisième chakra, le chakra au-dessus, c'est le chakra jaune. C'est le chakra du plexus solaire appelé Manipura. Manipura, pardon. Ce chakra se trouve donc au niveau du nombril. Honnêtement, il se trouve entre le nombril et le bas des côtes, en fait, au niveau de ce qu'on appelle le plexus solaire, d'où son nom. Il réagit aux variations de la couleur jaune et aux cristaux, donc jaunes, mais aussi au jet et à l'obsidienne, puisqu'elles sont liées au pancréas. Dans le corps, ce chakra est lié à l'estomac, à la digestion, au stress, aux émotions et au pancréas. Donc c'est disons l'évolution de l'homme égocentrique dans le sens général, pas négatif. Au-dessus, c'est le quatrième chakra, donc la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Il s'appelle Anahata en indien. Ce chakra se trouve au centre de la poitrine, donc au niveau pas réellement du cœur parce que le cœur est à gauche, mais entre les deux seins. Il réagit aux variations de la couleur verte et donc aux cristaux verts et tous cristaux qui sont en lien avec l'émotion. Dans le corps, donc ce chakra est lié à la circulation, au système immunitaire, à la pression sanguine et à la compassion et au thymus. Suite à ça, au-dessus, vous avez le cinquième chakra qui est une couleur bleu clair, souvent représenté dans cette couleur-là, ou bleu tout court, hein, des fois on peut le trouver que bleu tout court. C'est le chakra de la gorge, donc c'est Visuddha. Ce chakra se trouve au niveau de la gorge, il réagit aux variations de la couleur bleu clair, aux cristaux, donc saphir bleu, azurique, lapis lazuli, etc. Enfin toutes les pierres bleues, mais aussi à la nacre, et à toutes les pierres liées à la communication et à la voix. Dans le corps humain, donc ce chakra est lié au système respiratoire, au système lymphatique et à la créativité, ainsi qu'à la mémoire, à la thyroïde et à la communication. Suite à ça, il y a le sixième chakra, donc le bleu foncé. Donc c'est le troisième œil, Ajna. Donc on le voit soit le bleu foncé, soit violet selon les cas.
Donc ce chakra se trouve entre les sourcils et réagit aux variations de la couleur bleu foncé ou violet et aux cristaux bleu foncé, donc très 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 foncé, ou à la métisse par exemple, ou au péridot puisque c'est lié à l'intuition. Dans le corps humain, ce chakra est lié aux yeux, à l'hypophyse, aux troubles mentaux et émotionnels et à l'hypothalamus. Ensuite, il y a le dernier chakra, le 7e chakra, qui est soit de couleur pourpre, soit de couleur blanche transparente précisément. C'est le chakra couronne, c'est Sahasrara. Ce chakra se trouve au sommet donc de la tête, du crâne, et réagit aux variations de la couleur pourpre, blanc transparent. Et donc aux cristaux, quartz transparent, cristal de roche, ou c'est pourpre, améthyste, etc. Et toutes les pierres donc transparentes, blanches ou violettes. Dans le corps humain, le chakra couronne est lié donc au système nerveux central, au cerveau, à la spiritualité, à la capacité mentale, aux nerfs, au sommeil et à l'épiphyse. Donc, en plus de ces 7 chakras qui sont présents donc le long de la colonne vertébrale, il existe d'autres chakras donc qu'on appelle chakras mineurs. Donc, il y a 7 chakras principaux et précisément 19 chakras mineurs. Donc, ces chakras mineurs sont présents dans certaines parties du corps, mais il y en a certains qui vont plus nous intéresser que d'autres. Donc, dans le corps humain, il y a les chakras majeurs, donc colonne vertébrale, mineurs à travers le corps, et après on a ce qu'on appelle les nadis, ce sont d'autres points présents, utilisés essentiellement en acupuncture ou digipuncture. Donc là, je vais vous apprendre seulement les chakras majeurs. Je vais vous montrer une image avec les 19 chakras majeurs. Et après, je vais vous parler de ceux qui sont le plus importants dans ces chakras. Donc sur cette image-là que vous voyez, tous les chakras mineurs ne sont pas présents. Donc c'est vraiment pour vous présenter ce qu'est un chakra mineur. Donc on voit au centre donc de cette image les chakras principaux, donc les 7 chakras principaux. Et en fait, sur les côtés, nous voyons les autres chakras. Donc, sur l'image, il y a des chakras mineurs, comme les chakras du coude, qui sont mis en avant, et des épaules. Donc, en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent ceci comme des chakras majeurs et oublient certains chakras. Par exemple, sur la claviculaire, il y a exactement 2 chakras, alors que là, on n'en identifie qu'un seul. Soit sinon, on considère, en fait, il y a 2 types, mais ça, on revient toujours au même lieu, aux mêmes zones. Donc après, c'est l'acupuncture et les nadis sont présents à côté, donc des fois, les nadis ont la même énergie, peut être confondu avec un chakra. Donc, il y a précisément plusieurs chakras mineurs. Et les principaux sont ceux au niveau des pommettes, enfin, on dit des oreilles, c'est au niveau précisément, au niveau du lobe, précisément, enfin à ce niveau-là. Ceux des mains, c'est grâce à eux qu'on peut guérir par apposition des mains. Ceux au niveau des pieds, puisque c'est grâce à eux qu'on peut se connecter au sol et passer l'énergie du sol. Il y a des chakras donc au niveau des genoux et des coudes, puisque en finalité, quand on n'a pas les mains, on peut quand même guérir avec les coudes, comme on peut guérir avec les pieds ou les mains, puisque l'énergie peut passer et absorber des deux côtés. Au niveau de l'aine, il y en a 2 précisément. En fait, au niveau de l'aine et des parts des pieds. Donc, c'est 2 mineurs. Donc, au niveau de la rate aussi, il y en a 2. Donc, de chaque côté. Au niveau claviculaire, il y en a aussi 2. Donc, mais une au-dessus de l'autre. Donc là, on vous en montre un, mais il y en a juste un à peine au-dessus. Ensuite, il y a donc les claviculaires, l'intercostaux, qui sont présents aussi. Donc, ces chakras mineurs ou secondaires permettent en fait de diffuser encore plus l'énergie. Pour résumer, l'énergie
est pompé, enfin est propulsé par les chakras principaux, qui sont envoyés par les chakras mineurs, qui eux-mêmes les sont envoyés au nadis. En fait, c'est un peu le même principe que notre cœur, notre système sanguin, sauf que là, cette fois-ci, ils sont énergétiques. C'est vraiment dans cette vision des choses et cette façon de comprendre le corps énergétique. Maintenant qu'on sait à peu près où sont les chakras, il faut les activer, même si techniquement ils sont toujours actifs, puisque si il ne marche plus, on tombe malade et on meurt, puisque l'énergie ne circule plus. Mais des fois, certains chakras sont beaucoup plus lents que d'autres. Et donc, de ce fait, il est important de les activer et de les mettre en route en finalité. C'est comme notre cœur, et notre cœur bat tout le temps, mais c'est bon de faire un peu de cardio pour que le cœur puisse avoir de l'énergie. Donc, pour activer les chakras, c'est très simple. En fait, on va faire travailler la visualisation et la technique qu'on m'a enseignée et qui fonctionne très bien. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un stylo, d'une pointe, de quelque chose, voilà, du côté pas écrit, mais de l'autre côté, d'une pointe, ou même votre doigt, mais c'est mieux une pointe, puisque c'est plus facile. Vous choisissez votre chakra à commencer. Donc, je vous conseille tout le temps de commencer par les chakras mineurs et après de passer au chakra majeur, qui va être un peu plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, commençons par les mains, puisque c'est les chakras les plus faciles d'accès. Donc, en fait, la technique est simple. Vous prenez votre main, donc votre chakra. Votre main, le chakra est présent ici. Alors, je vais faire un gros point, j'espère, au niveau du chakra. Précisément, voilà. Ça, c'est le chakra. En fait, la technique est simple. Vous prenez votre stylo, donc là, vous le mettez au niveau de votre chakra et vous tracez un cercle autour. Donc le cercle doit être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, vous allez tourner encore et encore. Vous pouvez le faire pendant que je le fais. Et vous allez fermer les yeux et visualiser la sensation. Vous concentrez en fait tout simplement sur cette sensation. Donc vous allez doucement et puis de plus en plus vite. Donc, vous devez vous concentrer sur la sensation que vous avez. De plus en plus vite. Plus en plus vite. Et à un moment donné, vous allez vous arrêter. Stop. Et vous allez conserver la sensation dans votre tête et vous allez vous concentrer sur celle-ci. Voilà. En fait, vous bloquez votre pensée sur la sensation et vous sentez comme si vous continuez à faire le tour. Et puis, petit à petit, vous allez sentir que ça picote, mais pas autour, mais au centre. Et en fait, c'est votre chakra, il est en train de tourner là. Énergétiquement, ça tourne et donc, il s'active. Du moins, vous le faites travailler. Donc, c'est bien de le faire. Faites-le. Vous allez voir, là, ça commence à... Voilà. Donc après, je vous conseille honnêtement de toucher personne. Mais le faire tourner et... donc on active, on appelle ça activer un chakra. Ça permet que le chakra soit activé et donc à partir de là, faire l'autre main, puis les pieds, les genoux, les coudes si vous voulez. Et puis après, les chakras principaux. Donc pour les chakras principaux, ça va être un peu plus compliqué. Il faut une autre personne. Donc ça, c'est important qu'une autre personne puisse vous aider pour faire certains chakras. Soit vous le faites directement sur la colonne vertébrale, soit vous pouvez le faire devant, puisque le chakra, il faut comprendre que le chakra est précisément au centre là. Et donc de ce fait, elle agit de ce côté et de ce côté. Donc là, ce chakra-là, ça sera comme ça. Ce chakra-là, vous pouvez faire comme ça. Celui-là, ici, le cœur, etc., etc. Donc ça fait activer chakra mineur, chakra majeur, l'énergie diffuse et vous allez vous sentir bien suite à cet exercice. Lorsque vous avez fait tous ces exercices-là, vous allez réellement sentir un bien-être. C'est du moins ce qui s'est passé
après avoir joué en façon de parler à ça, ça m'a vraiment provoqué un bien-être total et je me sentais complet énergétiquement, c'était assez intéressant. Donc faites-le, faites cet exercice, activez tous vos chakras et vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Lorsque tous vos chakras seront activés, du moins seront oui, activés, j'aime bien ce mot, activés, pas ouvert, parce que ouvert ça sous-entend qu'on peut fermer un chakra. Donc activés. Lorsque vos chakras seront activés, vous pouvez de temps en temps rééquilibrer ceci. Alors je m'explique. En travaillant, en rencontrant du monde, en échangeant, en discutant, on fait travailler certains chakras. Par exemple, moi, par mes vidéos, je fais énormément travailler mon chakra de la gorge, puisque c'est le chakra de la communication, mais aussi mes chakras de la main, puisque je propulse quand même une énergie, j'essaye du moins de vous envoyer une énergie positive, donc à travers l'image, c'est différent, mais du moins j'essaye de dégager cette positivité. Donc en travaillant en fait sur ça, sur la positivité, je fais travailler certains chakras. Donc en fait ça suralimente, en fait ça surproduit à ces niveaux des chakras là, et ça arrive que à trop produire, comme le cœur quand on fait trop de sport, ça peut lâcher, pas dans le sens crise cardiaque, quand même pas, mais ça peut avoir une fatigue. Et en fait, parce que c'est le seul qui carbure, pendant que les autres se prélassent. Donc, il est essentiel de recharger, entre parenthèses, ses batteries et donc de faire équilibrer ses chakras afin que tous les chakras puissent travailler d'ensemble. Que même si j'utilise énormément celui-là, que par exemple le chakra du troisième œil prenne quand même le relais sur certaines énergies et qui ne se reposent pas sur celui-là, et inversement. Donc il existe des tas de techniques. Donc si vous avez étudié le Reiki par exemple, on peut vous enseigner une technique. Si vous travaillez sur le magnétisme, on vous enseigne une autre technique. Moi c'est une technique que on m'a enseignée, qui fonctionne, donc je vais vous l'expliquer. Donc en fait, c'est simple. Il faut travailler sur le 2-2-2-1. Donc je m'explique. Donc on travaille que sur les chakras principaux. Donc première position, en fait, c'est simple. Alors, je l'espère qu'on va pouvoir voir de loin. Donc première position, c'est simple. Donc, hop, je prépare les images. Donc ça va. En fait, il y a le chakra au-dessus, 7e chakra, et premier chakra qui est juste en dessous, en fait, au niveau chakra sacré. Tout simplement, donc l'exercice est à faire allongé, car beaucoup plus pratique. Donc vous positionnez votre main droite, précisément, au-dessus du premier, donc 7e chakra, et l'autre main, la gauche, au niveau du premier chakra. Et en fait, vous restez dans cette position pendant... généralement, moi personnellement, je reste à peu près 2-3 minutes. Et souvent, c'est jusqu'à ce que je chante un picotement très fort qui commence à passer. Donc, ça veut dire ça circule, ça se met en place. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je sens que ça sert à rien de rester trop longtemps. Donc, je passe au suivant. Donc, on fait 7e et premier chakra. Ensuite, quand on se sent bien, on passe au 6e et 2e chakra. Ensuite au 5e et 3e chakra. Et puis on se retrouve au 4e chakra, donc c'est au niveau du cœur. Et donc là en fait, soit on place ses deux mains comme ça, puisqu'on est remonté comme ça, donc hop hop et hop, soit on remonte comme ça, soit si vous voulez, vous pouvez vous mettre comme ça. Voilà. Et en fait, vous allez diffuser l'énergie sur le cœur. Cette technique permet de réaligner tous les chakras du corps, des chakras principaux, pour qu'ils puissent travailler en parallèle et donc bien comme il faut. Donc, c'est une technique que vous pouvez travailler. Après, il y a d'autres techniques qui existent et d'autres utilisations, par exemple l'utilisation des pierres, la lithothérapie. Prendre en fait tout simplement une pierre par chaque chakra, s'allonger, les poser au niveau de nos chakras et laisser agir la pierre. Sinon, porter un collier avec les chakras, donc les pierres des chakras, ou un bracelet avec les pierres des chakras, permet de réaligner ces chakras-là. Mais on ne peut pas réaligner des chakras qui ne... porter le bracelet ou le collier chakra aura une utilité si
avant vous avez réaligné, parce qu'ils ne servent pas à réaligner, mais seulement à continuer à conserver cet réalignement. Si vous mettez ça alors que vos chakras sont déréglés, ça continuera sur le dérèglement. Ça améliorera un petit peu, mais pas assez. Donc c'est pour ça qu'il est bien de, avant toute chose, de faire cet exercice-là et suite à ça, mettre le bracelet ou le collier ou utiliser la technique des pierres et après mettre le bracelet ou le collier. Donc c'est important de faire cela. Pas la peine de prendre des rochers, hein. Vous pouvez prendre juste des petites pierres polies. Par exemple, à boutique très chaudron, vous en avez des pas chers et vous pouvez vraiment faire une gamme complète pour moins de 10 euros. Ouais, c'est moins de 10-15 euros, ouais, 15 euros maxi si vraiment vous voulez taper sur des pierres qui sont jolies. Mais c'est vraiment pas cher et vous pouvez. Alors, moi, j'ai toujours mon kit avec toutes mes pierres dedans quand je descends dans le sud, par exemple chez mes parents. Comme là, dernièrement, j'ai dû en donner des pierres parce que je savais que les personnes avaient besoin. Il faut toujours avoir son petit kit avec soi pour se réaligner quand on est en voyage, quoi. Une autre technique de réalignement énergétique, du moins des chakras, c'est la technique des ampoules. Enfin, moi, on me l'a enseigné comme ça. En fait, c'est tout simplement se mettre debout et visualiser l'énergie. En fait, tout simplement, on visualise qu'on aspire l'énergie par les pieds, qui remonte par les jambes et qui commence à arriver au premier chakra, qui s'allume rouge, puis remonte, deuxième chakra, orange, troisième chakra, jaune, quatrième, vert, cinquième, gorge donc bleu, sixième, troisième œil, violet, et septième, blanc. Et en fait, en faisant ça, on remonte l'énergie, on allume tous les chakras, et puis on revisualise cette énergie redescendre, chakra par chakra, lumière par lumière, qui reste allumée, qui passe par nos jambes, et qui part dans le sol. Et par cette technique, en fait, tout simplement, on décrasse un petit peu le tuyau énergétique. C'est une forme de ramonage. De temps en temps, c'est bien de le faire. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi à souvent. C'est sur beaucoup de visualisation, mais ça permet vraiment de ramoner un petit peu la colonne là, énergétique du corps. Donc, il y a aussi une notion qu'il faut que vous compreniez, que vous compreniez. Donc, le corps est énergie. Cette énergie a beaucoup de noms. Les sorcières, les Wiccans appellent ça le pouvoir. Garner appelait ça le pouvoir. Le pouvoir est latent dans le corps. C'est l'énergie. Celle-ci peut être appelée la Kundalini, pardon. Le pouvoir du serpent, la magie, la force dans Star Wars, l'énergie vitale, le chi, le ki, le prana, le ka, etc., etc. Nous, en Wiccan, on appelle ça soit l'énergie, soit le pouvoir. Ça dépend de la conversation, mais ces énergies circulent dans le corps, voyagent dans le corps, passent par nos chakras, se diffusent et remontent comme ça, et créent en fait l'énergie autour de nous, le champ électromagnétique de notre corps qui est en fait notre aura. Donc cette énergie-là est présente en nous, mais partout. Est présent dans les plantes, dans les rien que l'ordinateur lui-même, malgré ce qu'on peut dire, le ki, le chi, le mana, le prana, le kundalini, l'énergie serpent circulent dans le système même de nos ordinateurs, puisque celui-ci est composé de quoi? Essentiellement de fer, mais d'or. Il y a du quartz, il y a des éléments énergétiques qui sont bien présents, vivants, et donc qui voyagent autour, et donc de ce fait, il y a beaucoup d'énergie qui passe. L'énergie est présente aussi dans les arbres, dans les animaux, dans la terre, au-dessus de notre tête dans le ciel, les nuages, l'espace, si vous voulez, le Reiki, même l'essence même de l'idée du Reiki, c'est l'énergie de l'univers, c'est un peu cette idée-là. L'énergie, le prana, le mana, le ki, le chi, le pouvoir est présent partout et nous pouvons l'utiliser puisqu'il est à l'intérieur de nous. Nous pouvons utiliser celui du sol pour nettoyer, celui du ciel pour guérir. Il y a vraiment tout un système, toute une pratique qui permet de développer cette technique et d'absorber l'énergie qui est un peu partout autour de nous, quoi. Il faut aussi comprendre comment fonctionne notre esprit.
Euh, alors, il y a une image qui me revient à l'idée parce que ça on me l'a dit comme ça, mais l'esprit d'un homme est pareil à un oignon ou un artichaut. En fait, celui-ci en fait possède plusieurs couches et différentes, de différentes matières et de différentes couleurs. Et en fait, il faut tout simplement développer celui-ci et essayer de se rapprocher du centre. En réalité, on définit que le corps en lui-même enfin, l'esprit de l'homme est divisé en trois ou quatre zones. Alors, il y a une image qui est assez marrante, mais c'est un peu l'idée, c'est ça. Donc, il y a, en premier temps, le conscience, qui est actuellement la cour extérieure. En gros, moi en train de discuter, vous en train d'écouter, quand vous parlez, votre personnalité dans le sens la plus publique façon de parler. Moi qui choisis, ah j'aime ça, j'ai envie de ça. Ça c'est le conscient, c'est celui qui réfléchit, c'est le mental, c'est vraiment le mental. Le conscient lui-même, c'est l'extérieur. Derrière lui, il y a le subconscient ou inconscient. En fait, il faut comprendre qu'inconscient et subconscient, c'est le même mot. Sauf qu'en anglais, on dit subconscious, je crois, et qu'en français, on dit inconscient. Donc, il y a le conscient et il y a le subconscient, donc l'inconscient, qui est en fait l'intérieur de la maison. C'est tout ce qui est, on va dire, la mémoire, l'émotion, l'intuition, l'inconscient. C'est souvent représenté comme l'enfant. Il n'a pas de conscience du moi dans le sens qu'on lui donne, mais a la conscience de ce qui est. En fait, il fonctionne par récompense. Il ne fonctionne pas par plaisir de fonctionner, il ne fait pas les choses par plaisir de le faire, il est juste là pour, première des choses, survivre, donc il permet qu'on respire, que le cœur fonctionne, qu'on respire, que le sang circule sans qu'on se prenne trop la tête. Par exemple, le fait de la respiration, on se concentre pas tout le temps, on n'a pas conscience souvent de notre respiration. C'est notre subconscient, notre inconscient qui s'occupe de ça. C'est lui qui fait en sorte que nous respirons sans y penser. Donc notre subconscient est là pour vivre, nous faire survivre, on va dire, et conserver toutes les névroses qu'on a et les garder de côté. C'est notre mémoire, la réelle mémoire et pas la mémoire consciente, et c'est lui qui décide en finalité un peu notre vie. Par exemple, ceux qui fument, je suis un ancien fumeur, c'est notre conscient qui nous demande cigarette, 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 et notre inconscient nous demande ça, et notre conscient le fait. On se dit, oh, j'ai envie d'une cigarette, oh, j'ai envie de ça. En fait, c'est tout simplement l'inconscient qui parle, et nous devons, en gros, dire amen à ce qu'il dit. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, l'inconscient, en fait, le subconscient, l'inconscient, est passif, alors que le conscient est actif. C'est important de comprendre cette idée-là. C'est vraiment notre passé, c'est nos réflexes, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre, quoi. Du moins, c'est l'idée. Notre conscience, c'est nous, c'est actuellement, c'est le présent, c'est la réflexion, le mental. L'inconscient, c'est l'émotionnel. Et après tout ça, il y a ce qu'on appelle, donc après le subconscient, l'inconscient, il y a le superconscient ou le supraconscient. En fait, c'est l'intérieur de l'oignon, de l'artichaut. C'est la partie de l'esprit qui s'occupe en fait du bien-être spirituel. C'est là qu'on pourrait définir l'âme de l'être humain. C'est en fait celui qui représente notre moi, notre âme, notre esprit, enfin pas notre esprit, notre âme, notre essence vitale. Le supraconscient, c'est celui qui est relié aux autres humains, aux autres âmes, aux autres
aux autres âmes de l'autre monde. On dit qu'il est connecté aux annales akashiques, qu'il est l'esprit universel en fait, le Vora. Je crois que c'est chez les Humites. Il est la représentation de la connexion avec l'esprit universel. C'est pour ça qu'il arrive qu'on a cette idée-là et puis qu'on découvre que quelqu'un d'autre l'a eu en même temps à l'autre bout de la planète. Donc c'est cette idée, il voyage, il se déplace aux annales akashiques, qui récupère les informations dont on a besoin. C'est lui qui nous donne les réponses dans nos rêves. Quand on dort et qu'on dit je me réveille et j'ai la réponse, c'est lui. Donc c'est le supra-conscient ou super-conscient. Vous décidez comment l'appeler. Supra, je crois, c'est la version anglaise, alors que super, c'est la version française. Donc c'est vraiment le choix personnel. Donc le supraconscient, c'est aussi la mémoire de nos ancêtres. C'est nos peurs les plus primaires, par exemple la peur des reptiles, truc le plus pas logique. Tout ça, en fait, c'est ou les plaisirs, hein, le fait d'aimer le sucre. En dehors du côté physique, on est attiré par cet élément, on ne sait pas pourquoi. L'or, peu importe l'humain, même si on aime plus ou moins, on est attiré par ce qui est brillant, par ce qui est l'or, puisque ça fait partie de notre code génétique, comme on dit. C'est notre supraconscient qui nous oblige en fait à ces réflexes. Il nous connecte à nos anciens, donc c'est le nirvana, c'est vraiment quand on arrive à atteindre cet état de conscience, on a atteint le nirvana. En fait, personne en dehors du Bouddha a atteint cet état-là, je préviens. Donc beaucoup de New Age ou autres personnes croient avoir atteint cet état d'esprit. Non, en fait, on peut l'atteindre dans le sens où on peut quand même avoir des informations. C'est nous quand même. Hein, donc on a ces infos en nous. Ils partent chercher les infos, ils reviennent. Mais on n'a pas cette conscience non-stop. Le Bouddha a réussi à avoir cette conscience non-stop. Nous, on n'a pas. On est encore dans le conscient. Lorsqu'on arrivera à laisser l'inconscient parler tout le temps à notre place, on arrivera après à atteindre le supraconscient. À part si quelque chose s'ajoute en plus. Le supraconscient, c'est le livre des ombres total. C'est la connaissance ultime. Donc c'est bien de temps en temps de prendre. Enfin, quand on prend conscience de ça, on arrive mieux à comprendre comment ça fonctionne l'esprit. Et au-delà du supraconscient, il y a aussi ce qu'on appelle la conscience onirique. En fait, ça c'est très particulier. C'est un espace ou un état d'esprit. Alors, soit vous imaginez que c'est plusieurs esprits, soit vous imaginez que c'est un esprit divisé en plusieurs. C'est un espace qui est lié au rêve. C'est quand on dort et qu'on arrive à un état très profond et qu'on rêve, en fait, c'est lui qui est qui est plus là, qui est en train de faire le voyage, de se déplacer, de s'éclater, en fait, pendant que nous dormons. C'est lui qui communique après au supraconscient l'information, qui lui-même communique ça à l'inconscient, qui lui-même communique ça au conscient. C'est pour ça que des fois, des rêves qui n'ont ni queue ni tête, au départ, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple, je me promène dans mon rêve, je rêve tout simplement, je me promène dans un jardin, je cueille une fleur. En fait, la conscience onirique et le supraconscient voient la scène en détail. Ça veut dire, il me voit ouvrir le petit portail qui est en train de grincer, me promener sur une herbe verte, croiser un olivier, croiser un pommier, avancer vers un beau buisson de roses, cueillir la seule rose blanche dans tout le parterre de roses rouges, me piquer, et quand même le prendre, sentir la rose. Voilà, il a détaillé tout ça. Il a vu tout ça. Sauf que le supraconscient va donner l'information à l'inconscient. L'inconscient, lui, fonctionne sur l'émotionnel, c'est un passif. Donc ce qu'il va faire le supraconscient, c'est donner les informations de base. Rentrer, sentir un bonheur, une couleur, ça peut être blanc, rose, fleur, blanc, douleur, plaisir, bonne odeur.
Point. L'inconscient, il lui donne ces informations-là, puisque c'est pas très important. Donc l'inconscient conserve ça et transfère ça au conscient. Donc on se réveille, et puis l'inconscient, en fait, envoie l'information avant, mais on a l'information relevée, et puis on se lève, et on se... Ah putain, j'ai fait un rêve bizarre, je m'étais retrouvé au jardin de la ville, et là, une femme m'a donné une rose. Voilà, l'exemple typique. On est passé d'un truc, une scène particulière, à quelque chose de émotionnel, et le conscient a essayé juste de mentaliser l'idée, donc le parc public, etc. etc. Ça, c'est un exemple typique. Donc, le transfert d'informations bouge beaucoup. C'est pour ça que le supraconscient est tout le temps, presque tout le temps, dans les annales akashiques. Il a toutes les informations du monde, mais il y a très peu d'informations qui circulent. Donc, voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est que le supraconscient et le subconscient sont là pour qu'on puisse vivre, en fait. Le supraconscient, c'est lié à la spiritualité, donc aux informations universelles, donc il n'a pas de problème. Mais le subconscient, par exemple, enregistre toute information. Vous vous promenez dans la rue, votre conscient a vu quelques visages, quelques tableaux, quelques murs, mais votre subconscient, lui, a pris tous les détails, mais tous les détails qui existent, de la couleur du jean de l'autre, aux cheveux, au prénom de machin, alors qu'il a juste... la personne l'a entendu juste un peu, etc., etc. Tous les détails. Sauf que beaucoup de détails sont pour lui inutiles et donc les classe dans un coin très 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 caché, voire les supprimer. Et donc il les met de côté. En travaillant avec la méditation, on arrive donc à faire parler le subconscient et donc à se rapprocher de plus en plus du supraconscient. Et il est important de connaître le fonctionnement du corps humain, du corps énergétique, puisque c'est grâce à lui qu'on peut comprendre notre vie et notre façon de penser. Il est important aussi de choisir un lieu pour la méditation, donc un occultum c'est bien, ou bien votre lit avant de vous coucher. Il existe des tas de techniques, donc je vous donne vraiment que la technique, par exemple, de concentration de la couleur de la tasse. Vous pouvez aussi utiliser la technique, par exemple, du troisième œil. Vous fixez votre troisième œil pendant que vous méditez, vous regardez comme ça, et vous fermez les yeux, tout en conservant le regard vers le haut. Ça fait un peu mal au crâne au départ, mais après ça s'habitue. Ça, c'est des techniques vraiment de base. Hein. La posture aussi. Alors, il est important d'avoir le dos droit. Donc, soit on est assis sur une chaise normale, pied au plat, dos droit, soit en position du Bouddha, donc du lotus, soit tout simplement allongé sur le lit. Donc, ça, c'est vraiment sain, en évitant d'être endormi, bien sûr. Le lieu aussi de méditation est important. Pas de téléphone, il faut débrancher tout téléphone, télé, ordinateur, même frigo si vous le faites à côté d'une salle, d'une cuisine, parce que en méditation, vous allez vraiment entendre tout va être amplifié. Et le du frigo, vous allez l'entendre, même si vous ne l'entendez pas, vous allez l'entendre. En état de méditation, rien qu'en voyant cette vidéo, vous pouvez entendre par exemple le ventilateur de mon PC. Vous allez l'entendre alors que vous n'en entendez pas actuellement. Donc c'est vraiment important de choisir ça et de couper tout ce qu'il y a. Je vous conseille aussi de le faire skyclad. C'est assez intéressant de le faire nu, les méditations, puisqu'en fait on n'est pas gêné par la transpiration, les coutures des fois, parce qu'on est vraiment quand on médite, on est vraiment dans un état de sursensation, on est concentré sur soi. On pense qu'à soi, sauf que tous nos sens sont en doublement, ils sont plus efficaces et donc c'est bien de faire ça. Le temps, donc le moment, il est bien de choisir un moment où vous êtes sûr que tout le monde dort. C'est plus facile. Après, il y a certaines études qui ont montré qu'on arrive plus facilement à méditer les heures où on est né. Moi, je suis né à 2h du matin et c'est vrai que méditer entre 1h et 3h du matin, c'est idéal pour moi. Bon, à part quand je bosse. C'est un peu plus compliqué. Donc, il est important. Vous-même, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Sinon, faites-le à des moments particuliers. Donc, beaucoup conseillent soit le matin, soit le soir.
Moi, j'ai toujours fait mes méditations avant de me coucher. J'ai plaisir. Après, quand je vais des fois à la plage, en forêt ou quoi, je fais mes méditations personnelles. Après, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous ressentez au moment où vous ressentez le matin, le midi, le soir, tant que cela se fait. Compter entre 10 et 15 minutes de méditation par jour serait idéal. Au départ, on peut faire que des séances de 5 minutes et puis après passer sur 10 minutes. Honnêtement, moi au départ, j'avais commencé sur du 15, 20, je suis arrivé jusqu'à 30 minutes, c'était horrible, après j'avais mal aux jambes. Je suis redescendu à 15, 10, 5, là je suis à 3 minutes. C'est pas bon du tout, il faut vraiment que je reprenne concentration parce qu'au bout de 3 minutes, je me sens tellement relaxé que si je continue, en fait, je suis stun. C'est assez rigolo, donc faut mieux, pour le moment, faut mieux pas. Je pense que c'est aussi une façon de travailler qui est différente. Mais faut mieux 10-15 minutes, quitte à faire plusieurs séances de 5 minutes dans la journée, mais c'est vraiment le minimum pour pouvoir être bien. Vous pouvez commencer euh, par exemple faire 15 minutes deux fois par semaine, et puis après ajouter voilà, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Faire ça pendant un mois, faire 2 fois par semaine, un autre mois, le mois suivant 3 fois par semaine, le mois suivant 4 fois par semaine, etc., etc. Comme ça vous habitue aussi à une discipline parce que il faut de la discipline. Ça manque énormément de discipline, surtout dans la Wicca moderne. Il faut un peu plus de discipline et, et étudier et non suivre tout le temps son instinct parce que son instinct est bien, mais de temps en temps c'est bien de structurer un peu l'idée. Donc, c'est bon et surtout persister, persister, persister. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. C'est pour ça le soir avant de se coucher, c'est bien parce généralement on n'a rien à foutre et donc automatiquement c'est plus facile pour nous pour trouver le temps. Donc, il existe des tas de techniques de méditation, les méditations guidées, les méditations par visualisation, les méditations tout simplement auditives pour fixer l'esprit. Vous pouvez taper sur YouTube méditation et vous avez pas mal de méditations guidées. Je pensais avoir l'idée d'en faire, mais vu que je sais très mal lire, donc faut mieux pas. Donc, tapez sur le net et vous trouverez très très facilement. Vous pouvez même acheter le livre La Bible de la magie naturelle. Il y a quelques méditations très intéressantes à l'intérieur. Donc je vous le conseille sincèrement. À la fin de votre méditation, réveillez-vous. Je mets des parenthèses sur le terme parce qu'on ne dort pas lors de la méditation. Mais lorsqu'on finit, prenez le temps de rouvrir les yeux, de respirer, de prendre conscience autour de vous. Ne faites pas, bon, ça y est, le midi ça se lever, je me lève de ce coup, parce que souvent la tête tourne et on tombe. Donc, faut mieux prendre le temps, se décontracter, tirer les bras comme ça, la tête, faire le tour, réchauffer un petit peu tout le corps qui a été vraiment en état endormi. Conseil, ayez sur vous un plaid parce que au départ vous avez chaud, et puis après, quand vraiment vous atteignez un état de méditation, le corps soit va se refroidir, soit va chauffer. Donc, les premières fois, vous allez sentir, je commence à avoir froid, vous savez que la prochaine fois, il faudra porter un plaid. Donc, c'est normal. Pour moi, généralement, ça dépend des saisons aussi. Parce qu'en hiver, j'ai hyper chaud, le corps produit énormément de chaleur sous méditation. Alors qu'en été, j'ai commencé à avoir froid et c'est assez bizarre comme c'est inversé, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment important que la fin se fasse très bien. Euh, Donc voilà, non, là on a arrêté, on va arrêter ce cours-là parce que sinon ça va durer 3 heures. Sur la visualisation, enfin sur la méditation. Le prochain chapitre aura lieu, donc on sera toujours sur cette leçon 6, mais on parlera essentiellement de la visualisation et des rêves, puisque je vais vous expliquer comment fonctionne le rêve et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris certaines choses. N'hésitez pas à faire les exercices, c'est très important de les faire. Et je vous dis à la prochaine fois.
Soyez bénis, à bientôt.